donc tout particulièrement, avec tout ça, remercier nos éminents invités, Franck Bietri, Jacques Rogeau, Jacques Fraissinet, Christian Tudrose. L'objet de ce débat, c'est de trouver leur expertise et de les faire discuter entre eux. C'est l'objet. Il faut les faire parler, il faut qu'ils nous aident à comprendre ce que c'est que le syndicalisme, comment la négociation évolue, ce qu'elle pourrait être demain. Ça, c'est très très important, parce que les formes syndicales de demain, on ne les connaît pas forcément trop. On voit qu'il y a des mutations organisationnelles, on voit que les institutions bougent, mais bon, il y a un tas de problèmes. Le petit nombre de gens qui militent, une crise de la syndicalisation font que tout ça, il faut le comprendre pour l'anticiper. Je vais les laisser d'abord se présenter en leur demandant un petit peu quel est leur sujet de préoccupation aujourd'hui. Leur sujet de préoccupation, sur quoi ils aimeraient attirer notre attention, voilà. Alors, 7-8 minutes pour chacun pour des présentations de ce type-là, avec une petite question ou deux, et puis ensuite on utilisera un plan très simple. On va parler de la crise de la syndicalisation, de l'utilité du syndicalisme et de la négociation dans une entreprise, une organisation et au niveau d'un pays. Ensuite, on va s'interroger sur ce qui se passe actuellement dans les organisations pour essayer de décrypter un petit peu les grandes évolutions en train. Et puis on essaiera, dans la mesure de nos moyens, de faire quelques propositions, préconisations. On a chacun des idées, nos invités ont chacun des idées sur ce qu'on pourrait faire pour faire avancer les choses. On commence par Franck. Bonjour à tous, je suis donc Franck Bietri, je suis maître de conférence à l'Institut d'administration des entreprises de Caen, où j'enseigne la gestion des ressources humaines. Et parce que j'enseigne la gestion des ressources humaines, pour ma part, je me suis quasi exclusivement concentré sur le syndicalisme au niveau de l'entreprise et plus particulièrement de l'entreprise privée. Cet intérêt vient d'un constat que Marc a déjà dessiné, c'est-à-dire qu'on peut observer que, notamment en Amérique du Nord, il existe des chaires d'université entièrement dédiées à ces questions-là. Il existe des centres de recherche qui se consacrent uniquement à la question syndicale, alors que quand on regarde d'un petit peu plus près, on se rend compte que finalement l'influence des organisations syndicales en Amérique du Nord est peut-être moins importante que chez nous. Et chez nous, on a des organisations syndicales, on pourrait y revenir, qui restent très influentes, malgré un taux de syndicalisation faible, mais qui restent très influentes, qui pèsent encore sur notre économie. Et, à contrario, un désintérêt, mais alors quasi total, des gestionnaires à l'égard de ces questions de négociation et d'organisation syndicale. Pour moi qui suis aussi enseignant, tous les gens qui passent devant moi et qui finalement, à qui je prétends les former aux fonctions de cadre, eh bien n'entendent pas parler du syndicalisme. Et donc ils vont le découvrir sur le terrain, généralement au moment des crises, avec eh bien, tous les stéréotypes de pensée qui peuvent amener pour traiter ces questions-là. Il m'a semblé donc qu'il y avait un paradoxe très fort et un manque, disons-le clairement. Et donc dans ce cadre-là, moi je me suis plus particulièrement donc intéressé aux attitudes et aux comportements des salariés syndiqués, j'insiste, dans l'entreprise, beaucoup moins que ce qui se passe au niveau des branches et au niveau, bien sûr, des confédérations. Dans ce cadre-là, je me suis plus particulièrement intéressé au concept d'implication dans les deux sens nord-américains, c'est-à-dire à la fois le joining, pourquoi certains salariés prennent une carte syndicale, dans quelle organisation, et aussi à l'acting, qu'est-ce qu'ils font de cette carte syndicale. Donc voilà en quelques mots qui je suis et ce que je fais sur ces questions-là. Voilà, ça. Très bien, merci. C'est rassurant quelque part parce que mon voisin de droite a parlé d'un thème dont je voulais parler, donc il se trouve que nous nous rejoignons assez facilement. En ce qui me concerne, alors Jacques Rogeau, je suis professeur émérite à l'Université de Paris 2 et depuis le début de ma carrière universitaire, je me suis intéressé
qu'on appelle les relations professionnelles en France ou Industrial Relations aux États-Unis, où j'ai fait une grande partie de mes études. Et ensuite, le sujet n'étant plus à la mode, j'ai évolué, mais avec comme point de départ vraiment le modèle syndical vers les modèles théoriques de négociation, étendus à divers champs, en dehors du champ social, et puis à la théorie des organisations. Mais le point de départ, c'était le fonctionnement du syndicat comme organisation. Et maintenant, j'ai aussi largement dépassé le champ des relations professionnelles, puisque je m'intéresse très en général à la théorie des organisations et très en général aux mécanismes techniques, tactiques et sous-bassements théoriques de la négociation. Mais je n'ai jamais abandonné mes premiers amours, c'est-à-dire les relations professionnelles. Et j'ai passé, le point que je voudrais souligner, c'est que j'ai passé une bonne partie de ma carrière à essayer d'expliquer à des collègues étrangers pourquoi le modèle syndical français n'était pas une exception. Tout le monde, de Tokyo à San Francisco, nous dit « mais chez vous, c'est pas pareil ». C'est pas vrai, c'est pareil. Simplement, les mêmes problèmes se situent dans un cadre économique, social, idéologique différent. Donc trouvent des réponses relativement différentes au même type de problème. Qu'est-ce que c'est qu'un syndicat? C'est une question qu'on posait à Samuel Gompers en 1890. Il dit un syndicat, c'est le père du syndicalisme américain, il dit un syndicaliste c'est très simple, plus, 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 encore plus maintenant. Ça, c'est vrai partout. Le modèle syndical est fait pour améliorer la situation de ses constituants. S'il ajoute plus ou moins, mais ça aussi c'est son rôle, une expression, une vocalisation, une fédération des mécontentements. Il y a toujours des gens qui ne sont pas contents, il faut bien qu'ils aient quelqu'un à qui s'adresser. Et cette réalité, elle existe partout. Mais elle prend des traits particuliers partout aussi. Il n'y a pas de modèle général auquel la France serait une exception. Il n'y a que des exceptions qui ont vécu, cru, prospéré, ou plus ou moins prospéré, en fonction du type de circonstances auxquelles ces organismes avaient à faire face. Alors c'est vrai, je reprendrai ce que mon voisin vient de dire, je suis tout à fait d'accord. Il y a deux paradoxes, à mon avis, dans le syndicalisme français, mais qui s'expliquent pour des raisons historiques, économiques et idéologiques. Premier paradoxe, je n'insisterai pas parce que ça vient d'être dit et très bien dit, faible en effectif, divisé, mais influent. Faible en effectif, c'est pas récent, c'est beaucoup plus bas que ça n'a été, mais jamais les effectifs du mouvement syndical français n'ont dépassé les 20-22% de la population active salariée, même aux grandes époques et à la meilleure époque. Comparé aux voisins ou aux voisins transatlantiques, ça a toujours été plus faible, historiquement depuis toujours. On peut expliquer ça par une multitude de raisons, la tradition d'une aristocratie de la classe ouvrière qui ne cherche pas à recruter, mais qui cherche à donner un exemple. Et qui ne cherche pas, contrairement au syndicalisme américain, qui ne cherche pas les moyens d'action économique, qui cherche plus des moyens d'action politique. Donc faible en effectif depuis toujours, divisé depuis toujours. Pourquoi? Parce que la structuration de la classe ouvrière en France, contrairement à ce qu'est le cas en Allemagne ou en Angleterre ou même en Belgique, s'est faite par vagues successives et pas d'un seul coup, sur un très long processus. La révolution industrielle est arrivée en France beaucoup plus tard et elle s'est déroulée beaucoup plus lentement que ça n'a été le cas chez nos voisins. Donc au lieu d'un mouvement ouvrier qui se constitue et se coagule très rapidement, il y a des séries de composants successifs au fur et à mesure du temps qui viennent rejoindre cette classe ouvrière en constitution. Processus qui était très long en France. La révolution industrielle ne s'est pas terminée avant, on peut dire, la fin du 19e siècle, 1914 probablement. Et toute une série de gens différents sont venus s'agglomérer à un mouvement, mais avec des intérêts forcément différents, pas exactement similaires. Donc cette constitution de la classe ouvrière lente et par composantes qui gardaient une identité différente a forcément créé des attentes, des aspirations différentes. Donc un mouvement syndical divisé. C'est une plaisanterie, mais c'est une réalité de dire que l'histoire du mouvement syndical américain se compte en grandes grèves gagnées ou grandes grèves perdues. L'histoire du mouvement syndical français se compte en scission à l'occasion de congrès. Donc, faible et divisé, mais influent. D'ailleurs, il suffit d'essayer de prendre le train pour s'apercevoir qu'ils sont influents en ce moment. Pour toute une série de raisons. Et c'est intéressant de noter, dire que cette influence, elle ne change pas. Finalement, on attendait que la loi de 2008, dont les résultats se sont matérialisés en 2013,
constitue un changement considérable. Alors c'est vrai au niveau des entreprises, mais au niveau confédéral, rien n'a changé. On retrouve les 5 mêmes. Donc une influence qui persiste. Alors toute une série de moyens juridiques à travers les institutions représentatives du personnel, avec le monopole des accords collectifs, plus le champ d'application automatique de l'accord dès qu'il est signé, ça fait un taux de couverture conventionnelle en France, malgré une faiblesse syndicale qui est le taux le plus bas de syndicalisation de l'OCDE, on a le taux de couverture par convention collective le plus élevé des pays de l'OCDE. Pourquoi? C'est l'extension, c'est le fait que l'accord s'applique à tout le monde une fois qu'il est signé, pas seulement aux membres, etc., etc. En plus, une reconnaissance qui, si elle est combattue par les employeurs, n'est pas... J'y reviendrai. Enfin, j'y reviendrai peut-être pas, d'ailleurs. Je t'en face. Et non contestée. Vous n'entendrez pas un employeur français dire « je ne veux pas de syndicats, les syndicats devraient être abolis, ça ne devrait pas exister ». Un employeur américain peut parfaitement répéter ça en toute légitimité, 85% de son temps. Donc, premier paradoxe, faible, divisé, mais influent. Deuxième paradoxe, dehors et dehors. Dehors parce que, et ça surprend beaucoup nos collègues étrangers, les syndicats français sont marqués par une rhétorique, des stratégies qui sont marquées par le conflit. Soit le conflit de classe, pour les syndicats les plus radicaux, soit des conflits, peut-être pas de classe, mais de position, et de positions difficilement réconciliables pour le clan réformiste. L'opposition, c'est le premier réflexe. Les termes qu'on entend partout, je reprends une rapide revue de presse, cadeau au patron, défense des masses opprimées, on a une idéologie de changement de société du côté syndical, qu'ils soient radicaux ou réformistes, avec des cadres qui tendent à être relativement similaires, parce qu'on a tendance à s'auto-recruter, moins on est nombreux, et bien, plus on en recrute parmi ses familiers. Et puis une longue tradition historique qu'il faut bien rappeler, qui est d'une classe ouvrière qui s'est constituée, qui a augmenté, qui a vécu en dehors de la société, rejetée par la société. Le bouquin de Chevalier de 1950, classe laborieuse, classe dangereuse, date des années 50 et montre bien la façon dont le mouvement ouvrier s'est constitué en dehors d'une société au lieu de s'agglomérer à d'autres éléments de cette société. Donc une tradition qui est une tradition de conflit. Donc ils sont dehors, mais en même temps ils sont dedans, et bien dedans parce que les syndicats en France sont très institutionnalisés, sont finalement les moteurs du système social. Ils sont présents à tous les niveaux des structures sociales, ils administrent les systèmes de protection sociale, ils font partie des comités économiques et sociaux régionaux et d'État, ils sont là partout. Donc voilà les deux paradoxes, qui à mon avis ne sont pas des paradoxes, s'expliquent par les facteurs historiques, historiques socio-économiques que j'ai voulu brièvement rappeler. Aujourd'hui, il y a des travaux importants sur le climat social particulièrement détérioré. En termes de théorie des jeux, ça veut dire que on anticipe l'autre comme ennemi, et comme on l'anticipe comme ennemi, on a vis-à-vis de lui des actions de provocation, et comme on a vis-à-vis de lui des actions de provocation, lui on a également, et on rentre dans des cercles en quelque sorte vicieux. Et par rapport à un certain nombre de pays comme la Suède et d'autres, il y a des tas de travaux là-dessus. Il y a Philippon, il y a Algan, il y a Cahuc. Les économistes conventionnalistes montrent ça beaucoup. Jacques ? Bien. Bonjour, moi je suis économiste, professeur émérite à Paris 1. Et je dirais que mon intérêt pour la négociation collective, plus largement pour les systèmes de relations professionnelles, est né en réaction contre le discours dominant de l'économie, selon laquelle, dans le contexte de l'internationalisation, de la mondialisation, ensuite de l'écroulement des pays du socialisme réel, il y avait un modèle d'efficacité unique qui s'imposait à l'échelle mondiale, et que, de ce fait, un mouvement de convergence inéluctable était à l'œuvre, y compris dans les modes d'organisation du marché du travail, les formes de négociation collective. Des organismes, par exemple, comme l'OCDE, ont beaucoup, en un temps, leur discours a changé maintenant, mais ont beaucoup en un temps propagé cette espèce de modèle idéal d'efficacité de la négociation collective dans une économie de marché mondialisée. Or, l'observation en ce domaine prouve le contraire, c'est-à-dire que
avec des nuances, mais aucun mouvement majeur de convergence, me semble-t-il, ne peut s'observer entre les systèmes de relations professionnelles, au moins pour les pays industrialisés, pas compliquer trop les choses. Et donc l'interrogation serait la suivante. Comment se fait-il que dans des systèmes économiques qui fondamentalement tendent à avoir des caractéristiques très proches, les modes d'organisation sociale, en particulier les systèmes de relations professionnelles, continuent à reproduire, certes d'une façon évolutive, mais continuent à reproduire des spécificités très fortes. Encore une fois, sans qu'à mes yeux, les tendances à la convergence soient autres que secondaires. Elles ne sont pas nulles, elles sont, me semble-t-il, secondaires. Bon. Alors l'hypothèse que je vais caricaturer en quelques phrases, au risque de faire frémir mes voisins et l'auditoire, c'est que ces spécificités résultent un petit peu de cocktails historiques différents qui se sont produits entre trois composantes élémentaires, si vous voulez, de l'action syndicale, qui se traduisent par trois types de stratégies de la négociation collective. Bon. Il y a d'abord, on l'a évoqué, Samuel Gompers, more, more, more and now. C'est essentiellement un conflit de répartition dans une économie de marché dont on ne met pas en cause les règles du jeu. Simplement, on construit un rapport de force qui permet d'exiger plus dans le conflit de répartition avec le patronat, un patronat dont on ne conteste pas le pouvoir de gestion. Le syndicat ne se mêle pas de la gestion, il lutte pour le partage, alors sous forme évidente du salaire, mais évidemment sous des formes qui peuvent être un peu plus compliquées, protection sociale, réduction de la durée du travail, etc. Bon, deuxième composante, la composante lutte de classe. Et il semble qu'elle existe encore. L'objectif du mouvement syndical, c'est la transformation de la société. Et les luttes sociales, les négociations qu'elles peuvent engendrer ne sont que des étapes dans ce projet de transformation sociale. Donc le syndicalisme est dehors aussi longtemps qu'il ne sera pas dedans, c'est-à-dire aussi longtemps qu'il ne sera pas dans une société qui correspond à ses objectifs. Donc la négociation collective traduit à un moment donné un rapport de force. C'est un armistice provisoire que de part et d'autre, on est prêt à remettre en question si le rapport des forces se modifie. Et puis il y a une troisième conception qui est plus complexe. Aujourd'hui, après la Seconde Guerre mondiale, certains ont théorisé sous le terme ambigu en français de néocorporatisme. C'est l'idée selon laquelle, dans des sociétés suffisamment développées, État, patronat et syndicats, dès lors qu'ils ont une vision d'ensemble de la société, sont capables de construire des compromis d'intérêts communs. On ne nie pas qu'au départ leurs intérêts soient différents, mais ils peuvent trouver des compromis à l'avantage de tous. Alors, dans le vocabulaire, j'allais dire vulgaire, mais c'est désagréable, dans le vocabulaire courant, c'est l'idée d'accord gagnant-gagnant. Alors il y a des tas d'origines historiques de ce mouvement, on le trouve beaucoup dans la doctrine sociale de l'Église, mais on le trouve aussi dans différentes formes de corporatisme, qui ne sont pas forcément des corporatismes dictatoriaux. Il y a des variantes soft du corporatisme. Bon. Et il est tout à fait clair que selon les périodes de l'histoire, mais selon aussi les traditions culturelles, les systèmes politiques, ces trois composantes n'ont pas du tout pesé de la même façon dans chacun des pays. Et il n'est pas très très difficile, n'est-ce pas, de dessiner une carte, non pas avec des couleurs homogènes, mais avec des dominantes. On voit bien comment le syndicalisme de lutte de classe a été longtemps la forme dominante dans les pays d'Europe du Sud, par exemple, avec toute une série de prolongements en Amérique latine, mais aussi des pseudopodes dans bien d'autres pays. On voit bien que les pays anglo-saxons ont plutôt été le pays d'expérimentation du premier type de syndicalisme, et on voit bien que les pays germaniques et nordiques relèvent plus du troisième. Mais comme des illustrations de tendance, je ne voudrais surtout pas réduire une classification à
des tiroirs dans lesquels on distribuerait les pays. Simplement, il me semble que la force de ces composantes, enfin culturelles, mais culturelles au sens fort du terme, qui sont au centre des visions de la société, permet de comprendre comment, aujourd'hui encore, face à des problèmes de nature économique qui peuvent apparaître comme en voie d'homogénéisation totale, les systèmes de relations professionnelles et donc les formes de négociation restent à ce point hétérogènes dans leur niveau, dans leur modalité, dans leurs résultats, et ceci même dans des pays aussi proches, par exemple, que la Belgique et les Pays-Bas, ou l'Espagne et l'Italie, sans chercher des comparaisons exotiques. Des pays apparemment très voisins peuvent engendrer des systèmes de négociation collective profondément différents, non pas de manière statique, c'est évolutif, mais les spécificités sont durables. C'est vrai que la France, par exemple, la manière très particulière avec laquelle beaucoup d'étrangers qui comprennent pas qu'un délégué négocie pour tous les salariés présents dans l'entreprise. Ça, c'est au niveau très très micro. C'est très particulier. C'est aussi la forme presque sociopolitique du syndicalisme français qui s'est développé d'une certaine façon en trouvant ses racines effectivement dans l'histoire. Christian ? Alors, Christian Tudroz, donc, qui suis-je, sur quoi je réfléchis je suis professeur de sociologie dans une école d'ingénieurs, l'INSA de Lyon, chercheur au Centre Max Weber à Lyon. Alors, depuis, on va dire, 25-30 ans, j'essaye de tenir tant bien que mal, et actuellement j'essaye de les faire converger, deux axes de réflexion que je livre très rapidement. Le premier est ce que j'ai appelé sociologie de la négociation, avec un certain nombre d'ouvrages qui ont explicitement ce titre, et il y a très très peu de travaux de sociologues sur cette activité. Or, c'est un paradoxe, puisque nous passons notre temps à nouer des compromis, à négocier, et qu'il y a si peu de chercheurs en sciences sociales, et en sociologie particulièrement, à s'y intéresser dans le champ français, m'a toujours semblé quelque chose d'extrêmement bizarre. Donc voilà quelque chose qui m'intéresse, c'est à la fois de comprendre ce peu de propension ici, dans ce pays. Je reprends l'expression de notre regretté Jean-Paul Jacquier, là, qui est mort il y a quelques jours. Il disait « La France est un pays qui n'aime pas négocier. D'où provient cet non-amour de la négociation. Bien, ça c'est une première réflexion. Deuxième réflexion, sociologie de la négociation, c'est de comprendre toute l'originalité de ce mécanisme décisionnel. Un certain nombre d'individus qui ont des intérêts différents, qui ont des points de vue différents, qui ont des objectifs à atteindre différents, néanmoins arrivent à construire tant bien que mal, la plupart du temps, mais arrivent à construire des accords. Et ces accords-là permettent au cours d'action de chacun et au cours d'action collective de se poursuivre. Or, ils ont à leur disposition, et c'est particulièrement net dans le cas français, d'autres mécanismes décisionnels à leur disposition, le recours au juge, la décision unilatérale, le vote, etc. Et pourquoi ces individus-là choisiraient-ils ce mécanisme décisionnel? Voilà une question sociologique qui me semble intéressante. Voilà, ce qui occupe, on va dire, 50% de ma vie de chercheur. Alors, l'autre 50%, c'est ce que j'ai appelé sociologie de l'entreprise. Alors, sociologie de l'entreprise, pourquoi? Parce que nous étions quelques-uns, notamment avec Denis Segrestin, à oser affirmer le fait que l'entreprise est une institution cardinale, fondamentale de nos sociétés modernes. Et là aussi, il importe que les sociologues réfléchissent à cette question, l'entreprise comme institution, ce que ça signifie. Alors j'essaye actuellement un peu de faire converger ces deux axes. Alors ça donne j'appelle ça l'entreprise compromissoire. Alors je rajoute un épithète à une très longue liste un peu sur ce mode. Là, j'ai dû recenser au moins 60 entreprises avec un adjectif. Alors pourquoi compromissoire? Parce que ce que j'essaye de faire, c'est peut-être de renouer, et nous l'avons probablement délaissé ces dernières années, enfin nous tous collectivement, de renouer avec les débats de ce qu'on appelait à l'époque la démocratie industrielle. Bien. La démocratie de l'entreprise, aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie? La semaine dernière, au séminaire de mon laboratoire, nous avons invité Isabelle Ferreras,
qui est cette chercheuse de Louvain, qui a commis un ouvrage que je trouve extrêmement intéressant l'an dernier, qui s'appelle « Gouverner le capitalisme », où elle propose d'instaurer le bicaméralisme, c'est-à-dire dans l'entreprise 2 chambres, ce qu'elle appelle la première chambre, donc les apporteurs en capitaux, et une seconde chambre, les investisseurs en travail, sur le mode de la démocratie usuelle, avec, par exemple, dans le cas français, une assemblée et un Sénat. Bien. Alors, voilà une manière, à mon avis, tout à fait heureuse, et il y a eu d'autres initiatives ces dernières années, je pense aux travaux de Armand Etchuel et Blanche Secrestin, avec leur proposition d'un contrat d'entreprise. Je pense que c'est extrêmement intéressant aujourd'hui de s'interroger sur les mécanismes donc de décision dans l'entreprise à la lumière de ce qu'on peut examiner du point de vue de la démocratie. La première question qu'on pourrait poser, c'est, Franck, les rationalités de celui qui prend une carte, qui devient délégué, de celui qui de ceux qui l'accompagnent, hein, qui vont militer, à quoi ça sert? Alors, bon, en économiste keynésien, post-keynésien, les économistes de la tradition orthodoxe nous disent que systématiquement les syndicats, ça mange de la rente, autrement dit, finalement ça diminue le taux de croissance, ça diminue l'emploi, ça fait que des bêtises à travers tout le système. Et alors il y a au moins 2 discours qui sont radicalement différents. Il y a le discours keynésien et post-keynésien avec de grands anciens qui vont dire que ça produit de la rente. Alors, mécanisme d'entraînement de la demande de consommation, etc. Et au niveau de l'Union européenne, ça pourrait toujours fonctionner si on avait de la coordination politique. Et puis, il y a une autre école aussi qui est intéressante, c'est celle de Friedman, Midoff, qui vient nous dire que, peut-être, oui, dans un certain nombre de cas, oui, ça produit de l'inflation, oui, ça peut entraîner un certain nombre d'effets contre-productifs, mais que si on regarde le syndicalisme comme un fait social total, comme il devrait être regardé, on arrive à trouver des tas de chaînes d'effets positifs à l'intérieur de l'entreprise et puis à l'intérieur de la société. Alors, des travaux qui montrent que quand il y a un délégué syndical, les salariés sont confiants, que quand ils sont confiants, ils sont plus productifs, que la coordination, la culture organisationnelle est plus forte dans les endroits où il y a de la cohésion syndicale. Alors, Franck, les rationalités du... Alors, à quoi sert un syndicat en 2014 ? Bon, la question est vaste, il faudrait évidemment beaucoup de temps pour y répondre. Mais pour essayer d'être relativement concis et j'espère relativement clair, je vais essayer de proposer une réponse en renversant la question. Au niveau de l'entreprise, qui est celui qui m'intéresse, que se passe-t-il quand il n'y a pas de représentation collective instituée? Ou qu'est-ce qui risque de se passer? N'ayons pas peur de le dire, il y a certainement un confort de gestion pour le dirigeant qui est beaucoup plus grand. Il ne faut pas le nier, il n'est pas contesté dans ses décisions, ou en tout cas beaucoup moins et pas de manière officielle. Donc c'est certainement beaucoup plus confortable psychologiquement. Mais il y a plusieurs revers de la médaille, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que la première antithèse qu'on peut faire à cette idée-là, c'est que d'abord la désertification syndicale, ça ne supprime pas les problèmes au travail. C'est-à-dire que les problèmes au travail, eux, ils ne naissent pas avec l'organisation syndicale. Une entreprise, ça serait une erreur fondamentale de la considérer comme une communauté harmonieuse, une bande de bons copains, une famille où tout le monde s'entend. C'est pas vrai. Dans le monde du travail, il y a des tensions. Et ces tensions, elles sont irréductibles à la situation professionnelle. Et il y en a notamment une qui est très forte, les Américains ont largement débattu là-dessus, une tension entre d'un côté le besoin d'efficience de l'entreprise, qui est tout à fait légitime quand on accepte l'idée qu'on est en économie de marché, une entreprise a besoin de dégager des profits, tout simplement. Et puis de l'autre côté, il y a aussi un besoin, celui exprimé des salariés, qui est un besoin de sécurité, qui est un besoin de justice sociale, et avouons-le ensemble, qui est tout aussi légitime finalement quand on se pose à la place du salarié. Donc ces tensions, elles existent, et si elles ne sont pas canalisées par une représentation collective, eh bien, elles vont se transformer en conflits larvés, avec des modes d'expression beaucoup plus pernicieux, et là, il faut accepter l'imagination des salariés en la matière, et qui vont, pour le coup, être beaucoup plus pénalisantes pour l'entreprise. Quand elles débouchent sur un conflit ouvert,
et non plus sur un conflit larvé, et que ce conflit n'est pas encadré par une représentation collective, le problème qui va se poser au directeur des ressources humaines est de savoir avec qui négocier. Qui est l'interlocuteur avec lequel négocier? Quel est son statut? Quelle est sa légitimité à cet interlocuteur? Eh bien, elle reste à démontrer. Et comme cette légitimité reste à démontrer, eh bien, du coup, les accords de fin de conflit qui peuvent être trouvés sont, pour le coup, beaucoup plus instables, parce que leur contenu peut lui-même être contesté par les autres salariés. Donc un délégué syndical dans une entreprise, ça sert aussi finalement à ce que Durkheim appelait un appareil de socialisation, ça sert aussi à faire prévaloir une morale, une discipline collective qui aussi permettent la reprise du travail. Et puis, l'autre point qui justifie la présence syndicale, c'est un point purement juridique. Là, le problème se pose de savoir, s'il n'y a pas de représentation dans l'entreprise, comment adapter le code du travail, finalement, aux particularités de chacune des entreprises, et plus généralement, comment saisir la multitude d'opportunités qui sont offertes dans le code du travail aux directeurs des ressources humaines, mais qui sont conditionnées pour un grand nombre d'entre elles à la signature d'un accord. Eh bien, pour signer un accord, à preuve du contraire, il faut être deux, eh bien, il faut bien un interlocuteur. Ensuite, il faut bien comprendre que s'il n'y a pas d'organisation des salariés instituée, le problème qui va se poser, c'est la croissance quasi exponentielle des coûts de transaction. Parce que là, il va falloir, pour le DRH, négocier individuellement, salarié par salarié. C'est-à-dire qu'on va remplacer finalement une négociation collective par une multitude d'entretiens individuels. Et en cas d'insuccès pour le salarié, il s'expose à une certaine forme de repli sur soi, à une instrumentalisation de l'entreprise à des profits strictement personnels. Donc vous voyez, derrière la présence syndicale, il y a en fait une vraie source de légitimité qui intéresse aussi le fonctionnement de l'entreprise. Donc vouloir l'analyser uniquement en termes de captation de rente, comme certains économistes classiques le font, c'est trahir une réalité en fait beaucoup plus complexe par ailleurs. Jacques. Oui, moi j'aurais du mal à m'opposer à ça parce que je suis tout à fait d'accord. Avec le proviso, cependant, mais ça n'a pas été dit, qu'il n'y a aucune raison qu'une entreprise soit gouvernée de façon démocratique. Une entreprise, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un pays, personne n'est nulle part imposé, il n'y a aucune raison impérative qui impose qu'une entreprise soit gouvernée de façon démocratique. Tout ce qu'on lui demande, c'est de fonctionner. Ceci dit, c'est parfaitement exact. La négociation collective, ça a l'avantage énorme de remplacer X négociations individuelles autant qu'il y a de salariés. C'est un avantage considérable. Dans ce sens, le syndicalisme est extrêmement utile. Maintenant, il y a une autre question qui avait été posée et qui est intéressante à considérer en France. Qu'est-ce que gagne un salarié à syndiquer en France? Rien du tout, s'ils ont le droit de payer une cotisation. De toute façon, il est couvert par le mode d'extension des conventions collectives et par le fait qu'une convention, dès qu'elle est signée par l'employeur, s'applique à tout le monde. Il bénéficie automatiquement de tous les biens et services qui ont été négociés par le syndicat pour ses membres, puisque, du fait de la loi, la convention s'applique à tout le monde. Donc tout ce qu'on gagne à syndiquer, c'est de payer une cotisation, rien d'autre. Sauf des raisons, alors, qui appartiennent au deuxième modèle, mais que moi je ne considère pas comme un deuxième modèle, mais peu importe, qui sont des raisons idéologiques. Sinon, il n'y a aucune raison de se syndiquer. Pourquoi? C'est une logique de passager clandestin. Pourquoi payer son billet quand on peut voyager gratuitement? Ceci dit, donc, ces deux points extrêmes, le collectif et l'individuel étant posés, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le rôle du syndicat dans l'entreprise. Alors, c'est du poil à gratter permanent pour l'employeur, ça c'est sûr. Mais ça lui crée des coûts supplémentaires, parce que c'est toujours à l'échelle de perroquet, une série de revendications syndicales, mais ça lui économise l'atomisation des revendications, les problèmes de sortie de crise quand il n'y a personne avec qui négocier, et toutes les obligations du Code du travail qui imposent, avec plus ou moins de succès d'ailleurs, la présence des organisations syndicales pour obtenir certains résultats. Et pourtant, le cadre institutionnel français est totalement défavorable à la négociation collective.
pour toute une série de raisons. Ce matin, je me suis amusé à regarder 2 ouvrages de droit du travail. 2 bons, un parmi mon collègue Jean-Emmanuel Ray et un parmi mon collègue et ami Bill Gould de Stanford. Le manuel français, sur 800 pages, il y a 90 pages sur la négociation collective. Le manuel américain, sur 440 pages, il y a 150 pages sur la négociation collective. Dans un cas 10%, dans l'autre 33%, à peu près. Ça veut dire que donc dans le système français, la négociation collective est quelque chose de tout à fait secondaire. Par contre, toute la partie législative, elle, est considérablement importante. Toute une série de choses qui, chez nos voisins, seraient réglées par la négociation collective, en France, sont fixées et établies par la loi. Il y a très peu de place pour la négociation collective dans le système institutionnel français. Premier point. Deuxième point, toute cette série de problèmes d'opposition à la négociation collective et à ses résultats d'un bon fonctionnement ne pose pas beaucoup de problèmes en période de prospérité. En période de prospérité, les entreprises peuvent payer et veulent payer. Il n'y a pas de problème. Elles veulent attirer et conserver une main-d'œuvre de qualité. Donc, on signe une série d'armistices successifs. On reste en assez mauvais termes, mais on signe des armistices successifs, quoi qu'on pense de l'autre partie. En période de crise, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'un mécanisme qui fonctionne, bon, plus ou moins chaotiquement, mais qui fonctionne pour le partage d'un surplus, va bloquer dès qu'il s'agira de négocier des concessions ou négocier quelque chose de plus compliqué. Donc cet environnement institutionnel négatif pour la négociation collective pose des problèmes encore plus considérables dans l'environnement économique dans lequel nous sommes actuellement. Jacques. Oui, je suis tout à fait convaincu par les arguments qui ont été avancés pour expliquer pourquoi, au fond, une direction avait intérêt à avoir des syndicats, ou plus largement, enfin, des représentants légitimes du collectif en face d'elle. Ceci, si on regarde l'histoire, force est de constater que les directions d'entreprise se sont battues aussi longtemps qu'elles l'ont pu pour ne pas avoir de syndicats en face d'eux, pour ne pas avoir à négocier, j'ai bien au niveau de l'entreprise, puisque c'est notre champ à l'heure actuelle. Bon, je n'entre pas dans l'état historique, on pourra avoir éventuellement un échange là-dessus, mais ça me semble assez clairement établi, pratiquement sans exception. Je veux dire que même dans un pays toujours cité comme celui de la Suède, n'est-ce pas, le grand accord fondateur sur la négociation collective a été signé pour mettre fin à un conflit radical, n'est-ce pas, qui mettait en cause l'organisation sociale de ce pays. Donc, la négociation n'est apparue historiquement que comme négociation de fin de conflit. Lorsque un syndicat avait réussi à s'imposer dans l'entreprise contre la volonté de l'employeur. Alors, je pense qu'il faut partir de là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu historiquement des employeurs rationnels qui ont découvert les avantages qu'ils avaient à avoir un syndicat et à négocier avec lui. Bon, ceci dit, il est bien clair aussi que les choses ont changé. Et alors, moi, ce qui me paraît aussi important comme thème de réflexion, c'est le fait qu'à partir des années 90, avec des prolégomènes dans la décennie 80, on voit au contraire, dans un certain nombre de cas, les employeurs être à l'initiative de la négociation. Et il me semble, il n'y a pas d'historien parmi nous malheureusement, mais il me semble qu'il n'y a pas de précédent historique. Je crois que les premières expériences, ça a été le concession bargaining aux États-Unis, dans les années 80, où un certain nombre d'entreprises ont convoqué leurs syndicats en disant voilà, on va fermer des établissements, on va licencier des milliers de personnes, etc., sauf si vous acceptez de signer un accord qui réduit les salaires, qui réduit les prestations sociales d'entreprise, qui réduit les congés payés. D'où, évidemment, vous imaginez des débats dramatiques au sein des syndicats, mais finalement un assez grand nombre de signatures pour sauver l'emploi. Et ce mouvement s'est propagé en Europe à partir de la décennie 90, et on le voit évidemment à l'œuvre aujourd'hui,
où les directions d'entreprise, n'est-ce pas, alors dans certains cas, pas systématique, donc il faudrait discuter des variables explicatives, choisissent de prendre l'initiative de la négociation pour, alors à mes yeux, obtenir une légitimation par des syndicats de sacrifices qui sont principalement des sacrifices salariaux, qui peuvent être aussi des sacrifices en termes de durée du travail, en termes de prestations sociales complémentaires, parce qu'elles considèrent que le rapport des forces leur permet d'obtenir l'acquiescement syndical à des concessions de ce type, notamment par une stratégie de mise en concurrence des unités de production, soit au sein d'un groupe industriel, les unités de production du pays ou à l'échelle internationale, soit par des menaces de délocalisation, par des menaces d'externalisation. Et cette stratégie, dans le contexte des 20 dernières années, me semble avoir remarquablement réussi. Donc je pense qu'il faut introduire une nouvelle dimension dans les stratégies de direction d'entreprise à l'égard de la négociation collective. Je pense qu'elles sont devenues une arme offensive, n'est-ce pas, qui permet, à partir, alors, on pourrait dire d'un chantage à l'emploi, mais pas nécessaire d'employer des termes péjoratifs, à partir d'objectifs d'emploi, d'obtenir en contrepartie des sacrifices en termes de coût du travail. Et je crois que ça, c'est un dilemme que les organisations syndicales ont la plus grande difficulté à gérer. Elles y sont affrontées dans les différents pays. Elles tiennent des discours très différents au niveau des confédérations. Les pratiques, à la base, permettent beaucoup plus difficilement de distinguer différentes organisations syndicales. Je pense que c'est beaucoup plus les contextes locaux que les appartenances syndicales qui commandent les choix des délégués syndicaux, enfin dans le vocabulaire français, ou autres responsables syndicaux dans d'autres pays. Mais ça me semble modifier qualitativement de façon assez profonde, n'est-ce pas, l'enjeu de la négociation d'entreprise du point de vue des directions et du point de vue des syndicats. Nous ne sommes plus dans une négociation de conquête de droits nouveaux, nous sommes dans une négociation de concession où des engagements plus ou moins durables, plus ou moins contrôlables sur l'emploi sont échangés contre des sacrifices dans les autres aspects de la relation d'emploi, en gros le salaire, la protection sociale et la durée du travail. Oui, voilà, c'est quelque chose qui s'observe tout particulièrement au niveau de l'Union européenne. Les phénomènes de délocalisation compétitive, il y a pas mal de chercheurs européens qui observent que aujourd'hui, à l'échelle des 28 pays, il y a beaucoup un recul des négociations et des négociations défensives en quelque sorte, qui sont des négociations de concession et voilà. Alors là, ça pose toute la difficulté sur laquelle on reviendra peut-être du développement de la Confédération européenne des syndicats et du développement d'un dialogue social à cette échelle. Christian ? Puisque nous sommes là pour débattre, nous confronter, je permettrai peut-être d'avoir une approche un peu décalée par rapport à celle de Jacques. Alors, je partirais peut-être de ce que disait Alan Flanders, un sociologue anglais, au milieu des années 60. Il essayait de comprendre qu'est-ce que c'est une négociation collective dans l'entreprise, et il notait que, contrairement à ce qu'on croit, le syndicat, par exemple, n'est pas fondamentalement un agent économique, mais plutôt un acteur politique, et qu'il employait, je pense, dans son texte, l'expression que l'ensemble des acteurs qui négocient dans l'entreprise, ce sont des législateurs. Alors, je partirais de cette idée. Qu'est-ce que la négociation collective? C'est un mécanisme, donc, je le disais tout à l'heure, de décision, mais c'est plus précisément un certain nombre d'individus qui définissent ensemble des règles. Bien. Alors, ça, c'est une première réponse possible à la question pourquoi négocier dans l'entreprise? C'est parce qu'il faut bien définir des règles
résoudre des problèmes, résoudre des conflits, terminer les conflits, et Jacques a raison de ce point de vue, mais la question devient, dans ce cas-là, pourquoi l'essentiel des négociations, ce sont des négociations de fin de conflit, ce qui vient d'être dit. C'est parce que précisément, 99,9%, me semble-t-il, des décisions à prendre dans l'entreprise se passent dans un processus de concertation, un processus de consultation, un processus d'ajustement, et qu'il y a très peu d'occasions où les décisions à prendre conduisent à des conflits. Bien. Alors, c'est un phénomène intéressant parce que c'est d'où provient ce blocage, hein, et pourquoi, à un moment donné, des conflits surgissent. Alors, si on a une lecture qui est un peu la mienne, donc de considérer la négociation comme un processus de décision, alors je laisse de côté les questions on négocie à chaud, on négocie à froid, il me semble intéressant de voir les productions des processus de négociation. Qu'est-ce que ça produit? Quels effets ça a? Alors là, je pense qu'il faut être, là de ce point de vue, assez clair. Ça produit beaucoup de choses. Il y a des effets d'apprentissage, ce que j'appelle une dynamique générative, hein. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui, par le jeu de la négociation, c'est-à-dire par l'écoute des arguments de l'autre et la production de ses propres arguments et la nécessité d'ajuster ses propres arguments avec ceux qui viennent d'être énoncés, fait que assez rapidement ces individus reconsidèrent le problème, reconsidèrent leur position, reconsidèrent leurs objectifs, s'adaptent, cheminent, etc. Et donc voilà un premier type d'effet qui me semble intéressant. Deuxième type d'effet, c'est que ça construit un système de relations de manière assez solide, et je pense que là, des partenaires qui ont négocié, je fais juste une incise, j'ai regardé le nombre d'accords d'entreprises signés en France en 2012, 48 000, avec le nombre d'entreprises signataires d'un accord. Bien, 31 000. Quand on fait un rapport, on s'aperçoit qu'en moyenne, c'est 1,5 accords signés dans les entreprises qui ont signé des accords. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont signé un, mais ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont signé plus de 1, 2 ou 3 accords. Alors, des accords ou des avenants aux accords. Il n'empêche que je fais l'hypothèse quand même que dans les entreprises, et ça serait intéressant, mais la DRS ne le dit pas, de voir sur ces 31 500 entreprises qui ont signé des accords, les caractéristiques des entreprises qui ont signé plus d'un accord. Et là, je pense qu'on pourrait vérifier ce que j'appelle cette dynamique générative, à partir du moment où on a résolu un certain nombre de problèmes, à partir du moment où on a pris des décisions ensemble, et une partie de ces décisions sont quand même assez importantes, alors 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, il y a un certain habitus qui s'est créé. Bien sûr, tout cela est chaotique, puisque souvent l'acteur syndical est stable, alors que l'acteur gestionnaire, du point de vue des carrières, partent et quittent les entreprises, et donc il y a peut-être des effets de mémoire. Négociation de concession versus négociation de droits nouveaux. Je pense que alors, je fais une réponse en 2 temps. La première chose, c'est toute négociation, par définition, est de concession. C'est une négociation concessive. Une négociation, c'est un abandon réciproque d'un certain nombre de prétentions. Bien. Ça, je pense que c'est, j'allais dire, une définition acceptable d'une négociation. Hein. Le compromis, qui est une des productions majeures d'un processus de négociation, c'est bien le fait que les 2 parties concèdent, abandonnent des choses pour, néanmoins, arriver à une partie de leurs objectifs. Mais dans le même temps, il peut y avoir des droits nouveaux dans des négociations concessives. Alors, droits pris au sens large, mais je pense que dans un certain nombre d'entreprises, les syndicalistes sont confrontés à ce problème-là. Pour obtenir ceci, peut-être qu'il faut que j'abandonne cela. Et par définition, un processus de négociation, c'est cet arbitrage entre l'acceptation d'une perte pour l'obtention d'un gain. Alors évidemment, tout cela est éminemment subjectif, et si on prend les accords dans l'automobile l'an dernier, chez Peugeot, chez Renault, un observateur, alors j'allais dire le Sirius, hein, quelqu'un d'extérieur à la planète des relations sociales, pourrait indiquer que oui, bon, ce sont des accords avec une certaine asymétrie, que les uns ont beaucoup perdu, que les autres ont beaucoup gagné, etc. Mais par rapport à cela, ma remarque souvent est un syndicaliste
par définition responsable. C'est un DS, il peut en référer à sa fédération, il a des adhérents, la section se réunit, il discute. Si jamais ils signent, c'est qu'ils ont l'impression qu'un certain nombre de priorités vont être satisfaites au détriment donc d'un certain nombre de choses qu'ils peuvent abandonner. Conserver un certain nombre de sites de production en France vaut bien, me semble-t-il, pour les signataires des accords Peugeot et Renault, l'abandon d'une heure de travail par semaine ou un certain nombre de choses jugées dans l'immédiateté de l'accord moins importantes que ce qui est obtenu. Donc c'est pour ça que toute négociation étant concessive, il faut peut-être réexaminer la question de qu'est-ce qui est obtenu par les deux parties. Et je pense que travailler sur le compromis, ce que j'essaye de faire, j'ai un ouvrage qui va sortir qui est pompeusement intitulé « Petit traité du compromis », le sous-titre « L'art des concessions ». Concéder, c'est un art, hein, donc tout syndicaliste le sait, mais tout acteur gestionnaire le sait également. À quel moment faut-il concéder? Faut-il répondre par une concession à celle qui vient d'être faite par l'autre partie? Faut-il répondre par une petite concession, par une plus grande, etc. C'est vraiment quelque chose qui me semble être au cœur d'un processus de négociation. Et là, de ce point de vue, nous y reviendrons, je pense que nous sommes ici, pour l'ensemble des acteurs sociaux, c'est-à-dire le patronat, les syndicats, l'État, en France, très mal outillés. Très mal outillés. Vous avez un certain nombre de premiers ministres, historiquement, enfin, je fais référence à Dominique de Villepin, qui pour lui, à l'époque donc du contrat première embauche, il était hors de question que l'État négocie avec des manifestants, ça dépassait son entendement. On a un certain nombre de déclarations du patronat, où on a l'actualité cheminote actuellement, pour montrer qu'effectivement, cette question de l'art des concessions est quelque chose qui n'est pas élucidé ici, dans ce pays, pour un certain nombre de raisons sur lesquelles on pourra revenir. Voilà. Oui, vas-y. Oui, bien sûr. Je pense qu'il vaut mieux réagir tout de suite pour éviter qu'on parte sur de faux débats. Hein. Il y a un débat, sûrement, mais d'abord, je suis complètement d'accord sur le fait qu'une négociation ne se termine que par des concessions réciproques. Si j'ai employé le terme négociation de concession, c'est parce que c'est le terme qu'ont introduit nos collègues anglo-saxons dans les années 80 pour désigner un type particulier de négociation. Mais tu as raison, toute négociation se termine par des concessions. Donc, ce qui, à mes yeux, a changé, c'est la nature des concessions réciproques. C'est-à-dire que, regardons la période des 25 glorieuses, 30 ça me paraît toujours un peu long, mais regardons la période des 25 glorieuses. Bon, un syndicat réclamait 10% d'augmentation de salaire, le patron disait 2, et finalement, on concédait à 5. Bon. Regardons ce qui se passe aujourd'hui. Bon, les accords de maintien dans l'emploi ont eu un succès exceptionnel, comme chacun le sait, en France, mais en revanche, ils s'en signent massivement en Allemagne, par exemple, hein, dans d'autres pays aussi, mais massivement en Allemagne. Or, le contenu de l'accord, c'est l'entreprise s'engage soit sur un niveau d'emploi, soit sur les non-licenciements pendant une période donnée, et en échange, il y a modération salariale, et il y a, selon les conjonctures, allongement ou raccourcissement de la durée du travail non compensé salarialement. Donc, la nature des concessions, quand même, me semble-t-il, réciproque, n'est-ce pas, a beaucoup changé. Hein, ce que concède l'entreprise aujourd'hui, c'est des engagements sur l'emploi, plus ou moins durables, plus ou moins fermes, etc., etc. Et ce que concèdent les syndicats, ce sont des sacrifices salariaux ou parasalariaux. Alors, de toute façon, les accords se signent, comme très nombreux en Allemagne, mais comme Renault et Peugeot en France et d'autres, bien d'autres. Donc, ce qui montre qu'il y a des organisations syndicales qui estiment que ce compromis vaut mieux que pas de compromis. Ça, je ne le mets pas en question du tout. Hein. Donc, poursuivons le débat, essayons de bien localiser l'endroit où il se localise. Justement, merci Jacques, parce qu'effectivement, j'ai été incomplet dans mon raisonnement. C'est pour ça que je fais bien la distinction, et ce que tu viens d'indiquer, dans les concessions, il y a deux types de concessions. Il y a le renoncement à une prétention. Je voulais 10, et finalement, je prends 5. Ça, c'est le renoncement à une prétention. Et puis, il y a un deuxième type de concession, et c'est effectivement, on a tendance à confondre les deux, c'est l'abandon
d'un droit déjà acquis, d'un bien déjà acquis. Et effectivement, la plupart du temps, les processus de négociation alternent un peu ces deux dimensions-là. Hein. Renoncement à une prétention et un abandon. Alors après que les autres acteurs, eux, fassent simplement des engagements à, effectivement, on peut dire qu'il y a une certaine asymétrie. Mais là, je parie sur le fait que quand un acteur signe un accord sur lequel il s'engage, c'est la définition même, enfin c'est la déclinaison même du mot compromis. Hein, on fait la promesse. Hein, cum promissus, avec promesse. Alors, c'est quoi un compromis? C'est je promets, et le plus souvent publiquement, dans le cas des accords d'entreprise qui sont déposés, auxquels on a, nous, en tant que chercheurs, accès, etc., je m'engage à faire. C'est extrêmement difficile pour cet acteur-là de ne plus faire une fois qu'il s'est engagé publiquement et qu'il a promis qu'il ferait. Donc, c'est une des originalités de ce mécanisme décisionnel qu'est la négociation. C'est parce que, d'un certain côté, il y a l'engagement devant l'autre à entreprendre l'action qu'on a promis d'entreprendre. L'autre question que je voulais poser, elle est dans la foulée. Est-ce qu'il y a le remarquable ouvrage coordonné par José Alouche sur l'encyclopédie de la ressource humaine, à un moment donné, un certain nombre d'articles sur le syndicalisme. Il y a notamment Freeman qui parle de la possibilité de rebond syndical. Question, est-ce que la désyndicalisation est un phénomène non réversible ? Et dans cette désyndicalisation, quelle est la part des facteurs économiques, la part des facteurs de gestion? Par exemple, il y a les structures de pouvoir des entreprises. Je crois savoir que, j'en suis sûr, il y a 30% des salariés qui disent qu'ils n'osent pas aller militer parce qu'ils ont peur d'un certain nombre de mesures de rétorsion de la part des directions. Donc il y a aussi les structures de pouvoir, il y a tout un ensemble. Et il y a même un autre phénomène qui, lui, dépasse. Alors en sociologie, c'est Castel qui parlait d'un processus d'individualisation, des collectivisation. Alors ça, c'est excessivement important. Qu'est-ce qui se passe dans le tissu social aujourd'hui et qu'est-ce qui se passe de ce point de vue-là, ce qui nous ramène à cette question globale. Est-ce que c'est irréversible? Je voudrais nuancer une idée qui traîne dans nos échanges là, depuis quelques minutes et qui traîne dans bon nombre d'ouvrages et qui est celle de la crise du syndicalisme. Alors, je vais faire une thèse-antithèse. Alors oui, effectivement, il y a une crise du syndicalisme. Si on regarde le taux de syndicalisation, c'est vrai qu'afficher 5% de salariés du privé syndiqués, on peut dire qu'il y a une crise du syndicalisme, surtout quand on constate qu'on est au dernier rang des pays de l'OCDE. On peut dire aussi qu'il y a une crise du syndicalisme quand on regarde le taux d'abstention aux élections professionnelles qui régulièrement se situe à 60-70% d'abstention, je dis bien. Et puis c'est vrai aussi qu'on peut dire qu'il y a une crise du syndicalisme quand on voit finalement l'impuissance relative des organisations syndicales, et on le constate quasi quotidiennement, à lutter contre ce qu'on appelle les plans de sauvegarde de l'emploi, autrement dit les réductions d'effectifs, et l'impuissance finalement relative aussi à capter une rente, c'est-à-dire à avoir des augmentations de salaire à la hauteur de ce qu'attendent les salariés. Donc oui, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a une crise des négociations du syndicalisme. Maintenant, cette idée, moi je voudrais quand même la relativiser et la relativiser fortement, parce que, d'abord, le professeur Rogeau à côté de moi vous l'a dit, le syndicalisme français n'a jamais été un syndicalisme de masse, à part dans des périodes très très précises, comme par exemple au moment du Front populaire. Ensuite, parce que la première étude que j'ai trouvée sur la crise du syndicalisme, elle date de 1909, donc vous vous rendez compte, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et puis, encore une fois, parce que je voudrais la relativiser parce que c'est ce que je disais en introduction, l'influence reste quand même considérable. Christian Tudor-Rose vous a dit 48 000 accords dans les entreprises. Dans les branches, un rapport officiel sur la négociation en France, 1236 textes signés en 2012. Donc ça veut dire qu'il y a une moyenne de 3 textes par branche à peu près si on prend une moyenne. Donc là encore avec une dispersion probablement. Et le professeur Rogeau vous l'a dit lui-même aussi tout à l'heure, fort justement, vous avez 95-97%
des salariés qui sont couverts par une convention collective. Et je ne vais pas égrener non plus la liste de tous les accords interprofessionnels importants qui ont été signés en France, mais il y en a plus d'un par an. Plus d'un par an, on vient encore d'en avoir très récemment, et qui sont repris quasi in extenso dans des textes de loi, donc par le gouvernement. J'ajouterai à cela que le législateur a renforcé en fait les obligations également de négocier. La GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, obligation triennale maintenant, le handicap, l'égalité professionnelle, la prévoyance, l'épargne salariale, tout ça sont devenus des thématiques obligatoires en France. Donc, vous voyez que, bien sûr, on peut dire, on regarde du taux de syndicalisation qu'il y a une crise, là je suis bien d'accord, mais à mon avis, la façon dont il faut l'analyser, c'est beaucoup plus une crise du militantisme. C'est-à-dire qu'en France, on a beaucoup plus un syndicalisme par procuration. J'observe, c'est l'IFOP qui nous le dit, aux dernières élections européennes, là, il y a quelques jours, vous avez 37% des votants, des salariés votants, qui vous disent être proches d'un syndicat. Ils ne vous ont pas dit qu'ils étaient encartés dans un syndicat. Ils vous disent qu'ils sont proches d'un syndicat. Donc c'est beaucoup plus une crise du militantisme, c'est-à-dire de l'engagement réellement dans le syndicat, que du syndicat en tant que forme institutionnelle. Parce que les relations professionnelles, les relations industrielles, je ne sais pas trop comment il faut les appeler, en tout cas le système, lui, il produit. Il produit des règles procédurales, il produit aussi des règles distributives, des augmentations de salaire, des accords sur le temps de travail, etc. Donc c'est une crise, certes, quand on prend certains indicateurs, mais attention, si on change d'angle de vue, on doit quand même sacrément, à mon avis, relativiser le phénomène. Et le phénomène, en fait, il est manifestement mondial, en tout cas international. Je voyais récemment, les États-Unis sont actuellement à 6,5% de salariés syndiqués. Donc, en fait, le taux quasiment le plus bas aux États-Unis. Et en fait, les seuls pays, mais l'indicateur, à mon sens, est biaisé, les seuls pays qui conservent des forts taux de syndicalisation, c'est ceux qui s'apparentent au modèle de Gantt, c'est-à-dire un syndicalisme de service. Autrement dit, l'accès à certaines prestations de services, la sécurité sociale, l'indemnisation chômage, j'en passe et des meilleurs, est conditionné à la carte syndicale. Donc, est-ce qu'on peut comparer ces situations-là? Je n'en suis pas convaincu, à titre personnel. Donc, vous voyez, cette question de crise des relations professionnelles, à mon avis, doit être considérablement nuancée selon l'indicateur qu'on retient. Voilà, je ne voudrais pas faire trop long. Moi, je voudrais apporter une remarque et puis mentionner une distinction. Ma remarque est relative à votre exposé de tout à l'heure, disant que finalement, il n'y a aucun employeur qui rationnellement n'a créé un syndicat chez lui. Bien sûr, bien sûr. Mais je crois qu'il faut distinguer négociation d'entreprise et négociation hors entreprise. Il est clair qu'un employeur préférera toujours ne pas avoir de syndicat chez lui. Parce que, surtout en France, c'est une remise en cause de son autorité, c'est une négation de ses pouvoirs. Et suivant l'adage traditionnel, pour les employeurs français, le syndicat a sa place, mais à sa place, avec un accent de différence. Et à sa place, c'est dehors. Autant il est légitime dehors, autant on préfère ne pas en avoir chez soi. Sauf que, quand la loi a donné, et c'est l'importance considérable de la loi en France par rapport à la négociation collective, quand la loi a donné toute une série de droits aux salariés en tant qu'individus, alors il devient plus commode d'avoir un syndicat que de négocier individuellement parce qu'ils ont ces droits. Mais quand ils n'ont pas ces droits, bien entendu, tout le monde préfère ne pas avoir de syndicat chez soi. C'est plus commode, c'est plus rapide, c'est plus efficace. Quand on ne peut pas faire autrement, bon ben, on en a un, soit dehors, soit dedans, au pire. Deuxième distinction, je crois qu'elle est très importante aussi à faire, c'est la distinction particulièrement caractéristique en France, avec notre absence d'entreprise de taille moyenne, grande entreprise, petite entreprise. Il n'y a pas de doute que dans les petites entreprises, le droit du travail, purement et simplement, n'est pas appliqué. Pourquoi ? Pas par méchanceté, pas par brutalité, par ignorance complète, totale des deux côtés. Trop compliqué. Je ne sais pas si vous avez regardé un code du travail récemment, mais tous les ans, il prend 10%. Si on n'est pas un expert en droit du travail, tant du côté du représentant syndical que du côté de l'employeur, il est impossible de l'appliquer, purement et simplement. Parce qu'on ne le connaît pas et parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper.
Donc la situation dans les petites entreprises est certainement extrêmement différente de la situation dans les grandes entreprises, où le syndicat, comme vient d'être dit très justement, se trouve tout à fait institutionnalisé, avec un rôle extrêmement important de... On va certainement pas dire de cogestion, d'abord parce que ça n'existe pas, et puis parce qu'on n'est pas en Allemagne, mais de mise en place d'un certain nombre de décisions. Mais dans les petites entreprises, la situation est vraiment absolument différente et complètement appréhendée avec d'autres outils. Il me reste à vous remercier chaleureusement. Hein ? Qu'est-ce qu'on a appris de choses ? C'est nous qui vous remercions.